Vous faites bien de nous préférer pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, l'année 2026 sera marquée par deux grands rendez-vous électoraux au Bénin, les législatives et les communales d'un côté, la présidentielle de l'autre. Comment peut-on analyser le comportement des partis politiques à l'approche de ces élections? Élément de réponse dans ce journal. La série noire se poursuit dans le rang des médias au Bénin après la disparition de Dieudonné Idjiwakbo, puis celle de Raissa Gbedji. Le monde médiatique est une fois de plus endeuillé avec l'annonce ce lundi du décès de Sonia Agbantou. 3 pertes en 3 jours qui plongent la profession dans une tristesse. La présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin a réagi à ces disparitions. Vous suivez ses impressions dans un instant. Et puis, hors du Bénin, Donald Trump a annoncé qu'un cessez-le-feu total entre l'Iran et Israël entrait en vigueur après 12 jours d'un conflit marqué par une escalade sans précédent et une intervention militaire des États-Unis. En 2026, les Béninois seront appelés à voter à 2 reprises pour élire leurs députés et conseillers communaux, puis pour choisir le président de la République. À quelques mois de ces scrutins, quel regard porter sur l'attitude des partis politiques? L'analyste politique Ramanou Gbadamassi nous apporte son analyse. Suivons-le. Le climat politique qui prévaut actuellement dans notre pays est du jamais vu, comme on a souvent l'habitude de l'entendre depuis un moment. Ça aussi, c'est du jamais vu. À moins de 12 mois des élections, on ne voit aucun mouvement sur le terrain. On ne voit pas de détachement. Tout semble être opaque. Et c'est le silence radio des deux côtés, que ce soit ceux qui sont de l'opposition ou ceux qui sont de la mouvance, c'est le silence plat. On ne voit pas les lignes bouger. Et cela m'étonne personnellement. Ça m'étonne. Et je sens qu'il y a une psychose. Il y a une psychose qui s'empare des partis politiques et des hommes politiques actuellement. La psychose, c'est venu d'où, je ne saurais le dire. Mais je comprends les partis qui ne sont pas de la mouvance, que la psychose puisse peser sur eux. Mais ceux qui sont de la mouvance aussi, qu'ils aient peur aussi, vraiment ça m'étonne. Et on se demande si nous allons vraiment à une élection ou bien vers une désignation. Parce que une élection, ça suppose que les candidats se détachent, se font connaître, il y a des périodes, des petits mouvements, des petites activités que les hommes politiques mènent sur le terrain qui situent déjà les populations par rapport à l'ambition politique de la personne. On ne trouve rien de tout ça. Donc c'est à 6 mois ou bien après le dépôt des candidatures qu'on va nous dire voilà celui qui est candidat. Là, ce ne serait plus véritablement une élection. C'est-à-dire que les élections par le passé qui étaient une occasion de fête, ça va perdre sa faveur. Et ce serait vraiment dommage. J'invite les partis politiques à prendre de la hauteur et à prendre leur situation en main, à faire face à leur avenir et à être courageux, avoir les moyens de leur politique et pouvoir bouger un peu pour que dans les jours à venir, on puisse sentir effectivement que nous allons vers les élections. Parce que le fait de tomber brusquement dans la période électorale, ça ne va pas être une bonne chose pour nous. La période électorale, on rentre dedans progressivement, lentement et au fur et à mesure qu'on s'approche de la date fatidique, les choses se précisent. Mais maintenant, on va tomber brusquement dedans comme ça. C'est ce qui risque d'arriver. Et je ne le souhaite pas. Je souhaiterais que ce soit un mouvement d'ensemble dans tous les sens, que les choses bougent dans tous les sens et qu'on sente effectivement qu'il y a ces 2 élections, ou sinon même 3. Il y a les élections législatives en janvier et les élections présidentielles en juin. Et vous voyez la situation, la morosité politique sur toute la ligne. Et bon, l'autre avait peut-être raison quand il dit aujourd'hui que la situation politique est entre les mains de 2 personnes. Le président de la République pour ceux qui sont de la mouvance, l'ancien président de la République, Dr Boni Yahi, pour ceux qui sont de l'opposition. Peut-être que c'est ces 2 personnes-là qui doivent forcément parler avant qu'on nous bouge. Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas une situation
à laquelle nous sommes habitués. Ce que nous vivons aujourd'hui, on n'est pas du tout habitué à ça. Moi, personnellement, j'ai vu passer plusieurs élections et je n'ai jamais vu ça. Et lors de la dernière sortie du président de la République, son Excellence Patrice Talon, il a laissé entendre qu'il peut y avoir le même candidat que Yahi. Moi, je trouve que ça ne peut pas se passer. Dans le contexte actuel, après 10 ans de pouvoir, Yahi et le président Yahi et le président Talon vont accorder leur violon pour supporter un candidat pour les élections de 2026 là. Ça peut être après 2026. Même pour les élections de ça, je ne pense pas ça. Mais ce qui fait que on peut, je disais, tantôt que je comprends la peur des partis qui ne sont pas de la mouvance, c'est peut-être parce qu'ils se disent, bon, quand nous allons désigner un candidat maintenant, le temps que le candidat ne se prépare, on va le griller. Par un moyen ou un autre. Il sera grillé même avant que les dossiers ne soient acceptés. Donc ça peut amener les gens à vouloir attendre les dernières minutes ou bien le jour même du dépôt de candidature pour révéler leur candidat. Tu vois, ça peut être aussi une tactique pour échapper, mais n'empêche quand même qu'on doit forcément avoir des candidats pour les élections présidentielles. Depuis plusieurs mois, de nombreux sujets agitent la scène politique béninoise, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les médias, parmi eux la rélecture du code électoral ou encore les rencontres entre anciens présidents d'institutions. Pourtant, ces questions suscitent peu de réactions. Au sein de la société civile, une équipe de Speedlight TV est allée à la rencontre de Nestor Avonoumandegbe, acteur de la société civile, pour recueillir son point de vue sur l'actualité politique au Bénin. Suivons-le. La société civile n'est pas au-dessus de la Cour constitutionnelle. En ce qui concerne le code électoral, ça a été voté et promulgué. Il y a des recours qui ont reçu proprement leur réponse. La société civile n'a plus aucun rôle à jouer. Vous savez, la pièce maîtresse en matière d'élection, c'est le fichier électoral. Vous savez très bien quand même que c'est un responsable de la société civile, Jean-Baptiste Elias, qui est le président de ce comité d'audit du fichier électoral. Taisons-nous, que les résultats tombent, et s'il y a des critiques, nous allons les faire. Ne vous inquiétez pas. Les anciens présidents sont dans leur rôle de sages. La société civile aussi abonde dans le même sens. Si un citoyen est condamné, nous sommes libres de demander au premier responsable de la nation de le gracier, de le libérer. C'est une forte décision politique, une forte décision d'État. Tout à lui de faire ou de ne pas faire. En tout cas, nous avons dit, les anciens présidents ont parlé, il y a des exilés politiques, et nous nous référons toujours à la période de gestion du général Mathieu Kérékou. Le président André Mbedi qui parle aujourd'hui, il était en exil, mais il est rentré. On lui a ouvert la porte. C'est la même chose qu'on demande au président Talon. Mais nous ne sommes pas dans le secret de son service de renseignement sur les actes que poseront chacun de ces exilés politiques ou détenus politiques après la libération. Mais après tout, nous sommes tous des Béninois et il faut le pardon. Il faut le pardon. S'il y a le pardon, écoutez, si vous êtes en infraction, on vous pardonne. Votre conscience doit vous travailler et vous devez devenir un homme sain, un citoyen sage et ne pas attenter au pouvoir, ne pas poser des actes pour soulever les populations, bref, ne pas poser des actes de rébellion pour retomber dans le même piège. Et dans le reste de l'actualité, le deuil s'abat une fois de plus sur la presse béninoise après les disparitions successives de Dieudonné Idjiouakbo le vendredi 20 juin et de Raïssa Gbedji le samedi 21 juin.
c'est le décès de Sonia Annick Agbantou qui vient assombrir ce début de semaine. 3 figures du paysage médiatique arrachées à la vie en l'espace de quelques jours. Comment peut-on expliquer des décès massifs enregistrés dans le monde des médias au Bénin? Suivons ici l'impression de Zakiat Latunji, présidente de l'UPMB. Je voudrais saluer la mémoire de tous nos confrères et consoeurs qui ne sont plus de ce monde et perdre un membre de sa famille, parce que dans la presse, nous constituons une et une seule famille, la famille des médias. Perdre un membre de sa famille n'est point réduisant pour personne. Donc, c'est l'occasion de prier une fois encore pour le repos de l'âme de tous ces acteurs des médias qui ne sont plus, de ceux qui sont partis depuis longtemps jusqu'à ceux qui sont partis récemment. C'est assez douloureux, c'est très triste d'enregistrer presque au quotidien maintenant la mort d'acteurs de médias, et j'avoue que c'est quand même assez difficile, et je crois que c'est une situation qui interpelle chacun d'entre nous. Nous avons en 2024 remarqué que c'était une année particulière avec beaucoup de décès enregistrés. Nous avons même en son temps initié des séances de prière pour la mémoire de ceux-là qui sont partis et pour demander à Dieu de veiller sur nous autres qui sommes encore là. C'est vrai que nous sommes sur Terre, on dit que c'est un voyage, et chez moi on dit la vie sur Terre c'est le marché. On vient au marché et on finit par retourner à la maison. Et que quand on meurt, on retourne à la maison. Et c'est un voyage que chacun d'entre nous fera à un moment ou à un autre. Mais perdre un être, surtout quand la personne est encore pleine de vie, dans la fleur de l'âge, pour certains, ça fait vraiment très mal au cœur. Et c'est un peu la situation que nous avons remarquée en général chez les acteurs des médias. Et je vous avoue que c'est très triste. À l'occasion de la célébration de la journée de la liberté de la presse le 3 mai dernier, nous avons lancé un appel pour faire de la question du bien-être des acteurs des médias une urgence au niveau national. Parce que, effectivement, il y a les conditions de travail, il y a les conditions de rémunération qui ne sont pas des plus agréables. Et c'est le moment de faire le plaidoyer une fois encore à l'endroit des patrons de presse, de penser à ces acteurs-là qui sont sur le terrain au quotidien, sous la pluie, sous le soleil, à la recherche de l'information pour nourrir les colonnes des journaux, pour les différents programmes au niveau des radios, des télévisions, de savoir que ces acteurs-là ont besoin vraiment d'être bien payés, ont besoin d'avoir les ressources nécessaires pour prendre soin d'eux. Parce que la santé, c'est un bien qui est très précieux, qu'il faut savoir entretenir. Malheureusement, il y a encore parmi nous des gens qui travaillent au quotidien, qui n'ont pas de salaire. Il y en a qui n'ont pas du tout de salaire alors, et qui sont dans les rédactions. Il y en a qui ont des salaires, mais que ces salaires-là sont assez dérisoires, qui ne permettent pas vraiment de vivre de façon décente. Donc, il est important d'interpeller la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication, d'interpeller l'État au plus haut niveau pour que véritablement on puisse revoir la situation des acteurs des médias, parce que ce qui se passe là est quand même assez délicat. Je voudrais une fois encore nous inviter à rester en union de prière pour le repos de l'âme de tous les nôtres qui ne sont plus, à demander à chacun d'entre nous de prendre soin de lui, c'est très important. Et après, la mort reste un voyage auquel personne d'entre nous ne pourra échapper. Mais on va prier comme on a l'habitude de le faire, que ça vienne vraiment au moment voulu par Dieu et que ça ne vienne pas nous trouver dans la maladie, dans la douleur et selon le plan divin, tout simplement.
En interactualité, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a un nouveau président en exercice. Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone, a été désigné ce dimanche au terme d'un sommet des chefs d'État de la sous-région organisé à Abuja au Nigeria. Il succède à Bola Tinubu, président du Nigeria, à la tête d'une organisation secouée par une crise profonde. Le reportage. Julius Maada Bio, désigné président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il succède au Nigérian Bola Tinubu. Le Sierra Léonais hérite d'une organisation fragilisée notamment par les départs de 3 de ses membres, Burkina Faso, Mali et Niger, des écueils qui ont marqué le mandat de Bola Tinubu. It has been a profound honor and privilege to lead this esteemed body. J'ai eu le grand honneur et le privilège de diriger cet organe estimé et je reste profondément touché par la confiance et le soutien que vous m'avez accordé tout au long de mon mandat. Je passe maintenant le flambeau à mon grand ami et cher frère, son Excellence le président Julius Maada Bio de la Sierra Leone. President Julius Maada Bio of Sierra Leone. Une passation de pouvoir inédite entre deux dirigeants anglophones, démocratie, coopération en matière de sécurité et intégration économique figure parmi les priorités de Maada Bio. Je suis à la fois humble et reconnaissant d'accepter l'honneur de présider l'autorité de la CEDEAO. Je vous remercie d'avoir placé votre confiance en moi et en la République de Sierra Leone. J'accepte cette responsabilité en étant pleinement conscient de l'ampleur de la tâche qui m'attend, ainsi que de la complexité du moment. C'est dans ce contexte que la CEDEAO doit désormais préparer la sortie du Niger, du Burkina Faso et du Mali, prévue fin juillet. La justice kenyane a annoncé ce lundi l'ouverture de poursuites contre 6 personnes, parmi lesquelles 3 policiers, à la suite de la mort en détention du jeune Albert Ojwang, âgé de 31 ans. Ce dernier avait été arrêté le 7 juin 2025 après avoir publié sur les réseaux sociaux des messages accusant de corruption le chef adjoint de la police nationale. Suivant. Au Kenya, 3 policiers font l'objet de poursuites pour meurtre après le décès en détention d'Albert Ojwang, un blogueur de 31 ans dont la mort a provoqué une onde de choc à travers le pays. Il avait été arrêté après avoir accusé sur les réseaux sociaux un haut responsable de la police de corruption. Transféré illégalement à Nairobi, loin de son domicile, il est retrouvé mort dans sa cellule. Les autorités ont d'abord évoqué un suicide, mais une autopsie indépendante a révélé des signes manifestes de violence contredisant la version policière et alimentant la colère populaire. Les 3 agents sont poursuivis ainsi que 3 civils. Parmi les 6 prévenus figure le chef du commissariat concerné. Le numéro 2 de la police visé par les accusations de Ojwang n'est pas inculpé mais s'est temporairement mis en retrait. La situation s'est tendue après qu'un policier a été vu tirant à bout portant sur un manifestant lors d'un rassemblement à Nairobi le 17 juin. L'homme est depuis hospitalisé dans un état critique. Des organisations appellent à une mobilisation nationale ce mercredi pour dénoncer l'impunité des forces de l'ordre et marquer l'anniversaire de la répression sanglante des manifestations contre la loi des finances en juin 2024. Le président ougandais Yoweri Museveni se présentera à nouveau à l'élection présidentielle prévue au début de l'année prochaine. Museveni, âgé de 80 ans, est au pouvoir depuis 1986 et figure parmi les 4 chefs d'État africains ayant exercé le plus long mandat. Le parti au pouvoir a modifié à 2 reprises la Constitution afin de lui permettre de prolonger son règne. Le reportage. En Ouganda, le président Yoweri Museveni se prépare à briguer un nouveau mandat. Âgé de 80 ans, il est au pouvoir depuis 1986. Cette décision marque 4 décennies de règne, faisant de Museveni le 4e dirigeant africain à être resté aussi longtemps en poste. Le parti au pouvoir, le Mouvement de la Résistance nationale, a confirmé sa candidature pour les élections de janvier prochain. Museveni a déjà fait modifier la Constitution pour prolonger ses mandats.
Malgré les critiques sur l'utilisation des forces de sécurité pour consolider son pouvoir, le président affirme que son maintien est dû au soutien populaire. Son principal rival sera Bobi Wine, ex-chanteur et adversaire politique qui avait contesté les résultats des élections de 2021. Le Mali et la Russie viennent de franchir un nouveau palier dans le partenariat stratégique en signant ce lundi à Moscou 3 accords majeurs destinés à renforcer la coopération économique, énergétique et sécuritaire entre les deux pays. Ces accords ouvrent une nouvelle phase dans les relations bilatérales en inscrivant dans une perspective de développement durable et d'avantages réciproques. Suivons. Lors d'une visite officielle à Moscou, le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta, a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Ensemble, ils ont signé plusieurs accords visant à renforcer leurs relations économiques et techniques, dont un partenariat majeur portant sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Les deux chefs d'État ont également convenu de la création d'une commission intergouvernementale chargée de coordonner la coopération dans des domaines clés tels que la géologie, l'exploitation des ressources naturelles, la logistique, l'énergie, mais aussi des projets humanitaires. Cette visite intervient dans un contexte sécuritaire tendu au Sahel. Alors que les attaques djihadistes se multiplient, Bamako s'appuie de plus en plus sur le soutien de Moscou. Le retrait du groupe Wagner, accusé de violation des droits humains, a laissé place à l'African Corps, entité officielle pilotée par l'État russe. Le Kremlin réaffirme ainsi sa volonté de renforcer sa présence en Afrique par des partenariats économiques, militaires et stratégiques. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé un cessez-le-feu total entre Israël et l'Iran après plusieurs jours de tirs de missiles et de bombardements. Malgré ce cessez-le-feu en vigueur, Téhéran et Tel Aviv s'accusent de frappes respectives. C'est après moi. Le président américain a annoncé lundi la fin des hostilités entre Israël et l'Iran. Selon Donald Trump, les deux parties ont conclu un accord formel pour mettre en œuvre un cessez-le-feu complet et total, marquant ce qu'il a appelé la fin de la guerre des 12 jours. Le locataire de la Maison-Blanche a indiqué que l'Iran prendra l'initiative du cessez-le-feu, suivi par Israël 12 heures plus tard, pour aboutir à une déclaration officielle de la fin de la guerre au bout de 24 heures. L'Iran évoque une ruse, mais Israël a déjà accepté la proposition de Trump, estimant avoir atteint son objectif d'éliminer la menace nucléaire et balistique iranienne. Ainsi donc va l'actualité au Bénin et à l'international. Merci pour votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.